Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Un face-à-face d'André Berkov consacré à la situation au Liban avec le chef d'orchestre ukrainien et l'attaché culturel à la délégation du Liban auprès de l'UNESCO, Paratrice, qui est aussi l'auteur de Les paramètres d'Hérodote ou les identités culturelles collectives. Et c'est aux éditions de L'Orient le Jour. Et je suis très heureux d'accueillir effectivement Bahjat Rizk et Hugues Reiner. Et puis nous allons accueillir le père Hani Taouk qui lui est à Beyrouth. Parce qu'on ne parle pas assez du Liban, parce que le Liban est un pays fabuleux. Je vais pas parler de moi, mais j'y suis né, j'y ai grandi, et je dois beaucoup au Liban. C'est un pays de cœur, c'est mon pays de cœur. Et qui a été, je dois dire, on va pas faire de la politique ici, on va parler surtout et d'humanitaire et d'aide, parce que c'est le plus important. Et c'est un pays qu'il faut dire que depuis pratiquement 50 ans, il est victime de la guerre des autres. On se bat sur le dos du Liban, on règle ses comptes sur le dos du Liban, que ce soit des grandes puissances, des puissances moyennes et autres. Et comme le Liban n'a pas les moyens d'effectivement d'avoir une immense armée et d'avoir vraiment tous les moyens de se défendre, eh bien voilà, on règle ses comptes sur le dos du Liban et c'est très triste et on espère évidemment que le Liban recouvrera un jour et j'espère un jour très proche cette espèce de formidable équilibre et de formidable surtout richesse culturelle et je dirais existentielle, artistique et que nous avons tous connu, ceux en tout cas qui ont vécu dans les années 60, 70 et quelques et avant et même après, voilà, parce que je veux dire, je finis sur moi. Je dis simplement que je suis retourné très souvent au Liban et ce qui est extraordinaire, c'est que même en pleine guerre, même en pleine tension, il y avait toujours cette formidable appétit de vivre, de savoir se moquer de soi-même, d'avoir de l'humour, d'avoir vraiment de la chaleur. Vous savez, c'est là le Arthur Adamov qui parlait de chaleur humaine. Alors, arrêtons de parler de moi, parlons de vous, Hugues Reiner. Comment vous me trouvez en ce moment ? Alors, resplendissant, je crois que toutes vos cellules doivent être fières de vous parce que vous faites un boulot super. Bon. Mais c'est très gentil. Alors, mais après alors Hugues Reiner, alors parlons de moi maintenant. Concerts, oui. Chef d'orchestre, compositeur, il faut le savoir. Vous avez d'ailleurs tenu l'orchestre de Sarajevo. Vous avez d'ailleurs, pendant la guerre, c'est votre espèce d'ambition d'être au-dessus des autres. Non. Vous avez fonctionné au Mont Blanc, mais si. Mais non, au-dessus des autres, pas du tout. Je veux dire, les autres sont déjà au-dessus de moi, donc je me hisse. Alors, je dis simplement, et on va en parler, vous allez présenter le 11 décembre prochain, à l'Église Saint-Sulpice à Paris, le Requiem de Mozart, et qui est fait, je le dis, pour aider les déplacés du Liban, les enfants du Liban, et c'est au nom de l'association Pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient, voilà. dont le président est français. Voilà, et donc écoutez, pour tous ceux qui sont à Paris, pour tous ceux qui visitent Paris en décembre, allez-y, ça va être, il y aura 400 choristes, ça va être des ténors, il y aura des chanteurs, ça va être très beau. Il faut remercier d'ailleurs, pardon de couper, il faut remercier chaque choriste, ils sont 400, et la cinquantaine d'instrumentistes. Il faut remercier les 4 solistes, dont Joachim Bresson, qui est un ténor fidèle à toutes ces causes. Il faut remercier les artistes qui veulent fusionner avec la réalité sociale du monde. Et il faut remercier évidemment Sud Radio, il faut remercier vos auditeurs, parce que j'aimerais passer de 1000 places à 2000 places. Et on peut réserver directement, soit à la FNAC, soit venir directement. Il faut en parler 11 décembre, voilà, avec obsession. Voilà. Nuit et jour. C'est passé. C'est vrai que c'est passé. Dire, dans leur nuit, on fera des messages subliminaux, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Bahjat Rizk, merci d'être avec nous, merci d'être venu. Alors, je rappelle que vous êtes attaché culturel de l'ambassade du Liban à l'UNESCO. Vous êtes auteur, vous avez écrit plusieurs livres, donc le pluralisme culturel, la pluralité culturelle. Mais je voudrais un peu qu'on parle justement du Liban d'aujourd'hui, qui est... Alors, on va pas expliquer, je crois que tout le monde sait ce qui se passe entre la Syrie, entre Israël, Gaza, etc. On en parle tout le temps et en ce moment même, le Liban est bombardé et il y a vraiment des immeubles, des gens des morts, il y a des gens qui sont exilés, qui quittent le sud pour aller dans le nord. Comment est la situation aujourd'hui ? Comment on la vit ? Comment les gens la vivent ? La situation est certainement très difficile. Il y a une très grande tension et une grande pression sur les populations civiles et une grande terreur.
Et comme vous l'avez rappelé vous-même, ça fait 50 ans qu'on vit dans cet état d'esprit. Donc ce qui est terrible aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu bloqué dans le temps et dans l'espace. Oui. Et cela du fait, bien sûr, des interventions extérieures, mais aussi de la structure un peu particulière du Liban, qui en même temps témoigne d'un vivre ensemble, d'un vécu, le pays message, mais qui aussi témoigne d'une fragmentation institutionnelle de la société. C'est-à-dire que le Liban s'est construit au départ sur un modèle un peu inédit du fait de sa géographie. Oui. Puisque ces communautés se sont installées là au fil du temps, à travers la côte, la montagne, la plaine, la montagne qui nous enclave. Donc il y a une disposition particulière au Liban qui a fait coexister toutes ces communautés, mais en même temps c'est devenu un terrain fertile pour aussi des tensions à l'intérieur du pays à cause des conflits culturels. Et comme maintenant avec la mondialisation et le développement des moyens de communication, la problématique des conflits culturels se répand un peu partout. En Ukraine, en Russie. Donc toute la difficulté, l'intérêt du Liban, elle est certes à court et moyen terme de sauver des populations, de faire de l'humanitaire, d'aider les gens à tenir le coup, mais également de réfléchir sur ce cas libanais un peu à long terme, de remettre un cadre de réflexion qui prenne en considération les conflits culturels et aide à les négocier avant qu'ils adviennent. Parce que sinon, on est entretenu dans une infinité de conflits qui sont appelés à se répandre un peu partout dans le monde. Donc ce n'est plus uniquement le cas du Liban. Le cas du Liban est intéressant en tant que tel comme un vécu, mais il demeure affectif. Vous qui avez vécu au Liban, vous avez vécu cette jouissance du pluralisme, de l'ouverture culturelle. Mais quand on se transpose au niveau politique et économique, qui est plutôt un espace idéologique, à ce moment-là, c'est un rapport de force. Alors justement, Monsieur Risk, je vais parler de ça, parce que les signes positifs se transforment en signes négatifs. D'ailleurs, certains redoutent une libéralisation de la France, il faut le dire, hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement ce qu'on a pu vivre avec la coexistence pacifique des communautés, mais à un moment donné, pour des raisons X et Y, qui sont extérieures, que ce soit ce qui s'est passé en septembre 70 avec les Palestiniens, que ce soit ce qui s'est passé avec les Syriens, etc., etc., vous savez ça mieux que moi, les signes positifs se transforment en signes négatifs. Mais je me rappelle, peut-être vous n'étiez pas encore né, moi en tout cas j'étais un gosse, je me rappelle d'un article de Georges Nakache, qui était le fondateur de l'Orient, et directeur de l'Orient, très grand journaliste. Il avait écrit un livre qui lui avait valu presque la prison, en tout cas il avait été mis en état d'arrestation, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça s'appelait « Deux négations ne font pas une nation ». C'est un texte qui date des années 50, vous voyez, donc c'est pas nouveau tout ça. Et comment faire justement, comment et pourquoi justement ces signes positifs se sont transformés en signes négatifs, avec tout ce qui s'est passé, encore une fois, pas depuis hier, avant-hier, mais depuis des décennies. Oui, effectivement, quand le culturel est instrumentalisé par le politique, bien sûr, ça devient des idéologies. Donc, c'est le rapport du culturel et du politique qui est intéressant à observer. Parce que les politiques vont entretenir un discours plutôt de mobilisation, alors que les gens qui sont dans la culture, c'est plutôt une ouverture vers autrui. Et donc, il s'agit de rationaliser le culturel et d'empêcher l'idéologisation du culturel par le politique. Et ça, pour vous dire, la nation, nous avons les définitions de nation qui ont été données par Fichte et Renan au XIXe siècle. Mais moi, j'ai travaillé sur les paramètres d'Hérodote en remontant au père de l'histoire, qui a vu le premier choc des civilisations entre les Grecs et les Perses 500 ans avant Jésus-Christ. C'est vrai, c'était déjà le choc des civilisations. De tout temps. Oui, dès qu'on rentre de la préhistoire à l'histoire, on est dans le dialogue ou l'affrontement culturel. Ça, c'est une donnée structurante de nos sociétés humaines. Et plutôt que de le nier, il faudrait plutôt l'encadrer. Et donc, Hérodote avait défini à l'époque 500 ans avant Jésus-Christ en disant le monde grec uni par la langue, le sang, les sacrifices et les sanctuaires qui nous sont communs et nos mœurs qui sont les mêmes. Donc, la religion, le sang, la langue et les mœurs. Et ces mêmes paramètres sont repris par la charte de l'UNESCO qui dit sans distinction les droits de sexe, de langue, de religion. Et donc, si vous voulez, l'ambiguïté provient du fait que tous les êtres humains tendent vers un universalisme, les droits de l'homme, c'est ce qu'on voudrait, mais on doit vivre dans nos sociétés, dans nos vécus, dans notre histoire. L'identité, ça existe. L'identité est une chose qu'il faut définir, parce que si on occulte les spécificités culturelles de chaque pays, certainement il va y avoir des guerres civiles ou des guerres entre nations. Donc, toute la difficulté de cette problématique, c'est comment en même temps préserver les identités collective nationale, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de rester dans un cadre national. Et en même temps, en essayant de le dépasser autant que faire se peut vers l'universalisme. Mais si on est dans un universalisme abstrait et béat, ça ne résout pas les problèmes. Moi, je suis à l'UNESCO et on est tout le temps dans des discours un peu citoyenneté mondiale, citoyenneté numérique qui ne portent pas sur le réel. Mais certains mondialistes, et vous le savez, à l'UNESCO comme ailleurs, mais surtout ailleurs, et on le sait, veulent abolir les frontières, veulent dire mais non, il n'y a plus qu'un seul monde, les États-nations, ça ne sert à rien, etc.
impossible, parce que vous vous structurez soit à travers votre langue, soit à travers votre religion, soit à travers votre race, soit à travers vos mœurs. Les paramètres n'ont pas changé. C'est la façon de les négocier et de pouvoir les recadrer, de les négocier avant qu'il y ait un conflit. Par exemple, en Russie, c'est plutôt un conflit culturel, de mœurs et linguistique. Il n'est pas religieux, il n'est pas racial. Au Liban, dans certains pays comme l'Irak, il y a un conflit ethnico-linguistique entre les Kurdes et les Arabes, et un conflit entre les chiites et les sikhs. Donc l'idée au départ de mon travail, c'est bien sûr en partant de l'expérience libanaise, parce que j'ai vécu une guerre très traumatisante, c'est d'essayer de la réfléchir et de l'encadrer pour proposer une grille de lecture et de négociation qui est qu'on essaye de négocier les conflits avant qu'ils atteignent. Parce qu'une fois qu'on est dans le rapport de force, c'est impossible de revenir en arrière. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas pu négocier avant. Parce qu'on n'a pas d'outils, si vous voulez. Moi, tout ce que j'essaie de négocier faire... pendant. Non, parce que si vous voulez, moi j'ai essayé à l'UNESCO d'introduire en disant définissez la culture. Même l'UNESCO ne dispose pas d'une définition de la culture. Ah oui, même l'UNESCO, il y a une qualification. Il dit c'est un bien culturel mondial, si vous voulez. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'ils sont enfermés dans cette doctrine de dire de l'universalisme. Et puis le politiquement correct. Voilà, donc on est brimé d'un côté, et sinon vous avez les politiques qui ont intérêt à transformer les discours identitaires, les discours idéologiques, c'est comme ça qu'ils mobilisent. Aujourd'hui, il faut penser qu'avec la mondialisation, on est passé des idéologies sociales aux idéologies identitaires. Et il va falloir, c'est le travers de la mondialisation, encadrer. Et moi, ma démarche, c'était pas seulement de parler du Liban avec mes émotions, parce que bien sûr, j'étais très heureux de représenter mon pays, comme vous, d'ailleurs, on le ressent, comment vous portez le Liban. Mais d'essayer un peu de mettre un cadre de négociation. Parce qu'une fois que le conflit est là, et ça, c'est dû être l'UNESCO, l'ONU, tout ça, qui redéfinissent un cadre. Parce qu'une fois que le discours est enclenché, et à force de déni d'un côté, ou au contraire de clivage identitaire de l'autre, ça se termine mal, soit par une dictature, soit par une guerre civile. C'est bien pour ça que pour mon pays, la France, je me préoccupe de ce qui se passe au Liban. Parce que je crois que nous sommes non pas dans la même situation, mais dans une situation homothétique. Partout. Monsieur Berghoff, partout, dans toutes c'est le rapport de l'UNESCO qui dit que sur les 86 conflits dans le monde aujourd'hui, il y en a 82 qui sont d'ordre culturel. Et que tous ces conflits ont surgi avec la mondialisation. Et c'est dans un rapport de l'an 2000, avant le 11 septembre, qui est intitulé Diversité culturelle, pluralisme et conflit. Et moi, mon intérêt, si vous voulez, bien sûr, c'est de sauver le Liban, d'attirer l'attention au Liban, c'est mon pays, loin, mais pas être seulement dans l'affectif. Il va falloir partir du Liban pour encadrer. De toute façon, l'émotion ne suffit pas. Il faut la raison. On va en parler tout de suite, après cette petite pause, avec le père Hani Taouk qui est à Beyrouth et avec Hugues Renner, qui va nous expliquer pourquoi il fait ce concert et pourquoi il s'engage. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois dans cette démarche artistique et politique. Sud Radio, Berghoff dans tous ses états. Un concert, un grand concert, le 11 décembre prochain à l'église Saint-Sulpice, pour agir, pour la fondation Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Un intellectuel et évidemment un compositeur et chef d'orchestre ukrainien, on va en parler de ce concert qui va se passer là et auquel je vous invite vraiment. Il faut y aller. Et si vous êtes à Paris, il faut vraiment y aller. Et puis un intellectuel, Bajat Risk, qui nous rappelle effectivement que tout cela date de Hérodote et bien avant le choc des civilisations, c'est 2000 à 3000 ans. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas... Et on ne corrigera pas les tares d'aujourd'hui avec les émotions et avec la liberté des émotions. Il faut aussi la raison et ça joue. Et puis quelqu'un qui se bat au Liban, le père Hani Taouk. Bonjour mon père. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Eh bien, écoutez, vous êtes à Beyrouth, on est très heureux de vous avoir à l'antenne. Et je voudrais que vous nous expliquiez, vous dirigez la cuisine de Mariam. C'est quoi la cuisine de Mariam ? Tout à fait. C'est une cuisine qui a été fondée en 2020 suite à la troisième plus grave explosion au monde, l'explosion qui a touché notre capitale Beyrouth. L'explosion du port de Beyrouth, c'est ça ? Le port de Beyrouth, tout à fait. On a commencé dans la rue pour aider et les volontaires et les gens qui ont perdu leur maison et leur propriété. Donc on a passé 25 jours dans la rue et puis après on a pris un petit dépôt un petit entrepôt demi-détruit et petit à petit on a transformé ça en une cuisine primitive et petit à petit en une salle à manger et le projet est grandi. Et puis en 2024, c'est-à-dire au début de cette année, on a ouvert une nouvelle cuisine qui peut accueillir jusqu'à 300
personnes assis. On a commencé avec 1500 plats par jour. On distribue 1500 plats par jour. Et après les événements qui ont touché notre pays encore, après la tension entre Hezbollah et Israël, on a passé avec les déplacés de 1500 à 4000 et aujourd'hui on a commencé à 5000 plats par jour. C'est-à-dire vous nourrissez actuellement 5000 personnes par jour? 5000 personnes par jour. Ah ouais, c'est formidable. Et on est la plus grande cantine peut-être au Moyen-Orient, donc qui distribue gratuitement. Et quelle qu'elle soit la personne, qu'il soit libanaise, syrienne, palestinienne, noire, blanc, je ne sais pas quoi, quelle qu'elle soit, il peut entrer dans notre salle à manger, il peut manger jusqu'au bout pour 2, 3, 4 fois. Il peut prendre avec lui à sa maison dans une marmite ou bien dans un grand récipient pour manger avec sa famille encore. Et on a des plats fermés, des barquettes qu'on les ferme très bien pour les transporter aux maisons d'accueil ou bien ce qu'on appelle les centres d'accueil aujourd'hui, les centres d'abri. Oui, et alors dites-moi, mais oui, et effectivement, c'est formidable de faire ça parce que on sait dans quel état effectivement un certain nombre des milliers de gens sont. Vous dites sans aucune discrimination, sans aucune différenciation. Mais comment vous faites? Caractérise notre cuisine. Oui. Et comment vous faites, Père Hanitaouk, comment vous faites pour comment vous financez cela? Comment ça se passe? C'est les dons? C'est quoi? Oui, en fait, je profite de votre émission pour dire vraiment merci à tous les gens qui étaient à côté de nous, surtout la Fondation CMA-CGM, département Île-de-France, département Région Sud, Rotary Club de Marseille, la Fondation encore Mon Liban d'Azur et surtout mon ami Hugues René. On va continuer à travailler ensemble même après le concert. Le concert qui va dérouler le 11 décembre. Absolument. C'est un grand concert donc avec mon ami Hugues qui va grouper jusqu'à 400 tout à fait. Tout à fait. On en a parlé, Père Hanitaouk. Oui, mais je voudrais savoir, vous êtes c'est avec des gens comme Hugues et les gens qu'on appelle les bonnes volontés, les gens les bons. Donc on travaille et qu'on a toujours des supports et des soutiens pour continuer notre mission. Père Hanitaouk, je voudrais savoir, vous êtes docteur en philosophie, je crois. Je n'ai pas continué mon doctorat, mais je suis en master, 3-4 masters, en droit international, en sciences politiques, en médiation, et je continue, je suis inscrit en doctorat, mais donc... non, mais c'est déjà très bien. Comment, alors justement, là, on est en pleine crise à Beyrouth et au Liban et ailleurs, enfin en tout cas dans ce Proche-Orient tellement en mouvement et hélas souvent dans des mouvements négatifs. Mais est-ce que vous restez optimiste? Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, et comment on peut sortir, enfin il est question, je vous dis ça, mais on en a parlé beaucoup, il est question d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On en parle beaucoup, on vous dit que dans les 36 heures ou dans les 40 heures, il va y avoir, on espère, une perspective de cessez-le-feu qui dirait quand même 6 semaines. Mais au-delà de ça, on l'espère tous bien sûr, mais au-delà de ça, pour vous, ce qui est important, c'est d'aider tout le monde, c'est de continuer à vivre dans cet univers. Oui, tout à fait. On est tellement enracinés dans notre pays, on est tellement fiers de notre mission de construire les ponts entre les différentes communautés. Et nous ne croyons pas à ce qu'on appelle les clashs des civilisations. C'est au contraire, on croit à la rencontre des civilisations. Ouais. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, à la mondialisation aujourd'hui, je peux être en contact avec les gens qui ont à l'extrême, je sais pas quoi, dans le village qui est en Argentine ou bien en Inde ou bien en Chine. Donc au contraire, aujourd'hui, c'est la rencontre des civilisations et on peut construire. Et moi, en tant que chrétien, je crois vraiment en Jésus-Christ. Je crois au fond de moi-même que j'ai une mission
construire, d'être le pont entre les différentes civilisations et les différentes traditions. On parle de la tradition au Moyen-Orient, surtout au Liban, durant les différentes ou entre les différentes traditions qui existent. Ouais. Et après, la guerre va s'arrêter un jour. Ben, on aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans un mois, on va s'asseoir pour la même table. Mais juste Pérani, je crois que vous n'êtes pas tellement en désaccord, apparemment, oui, avec Bahajat Rizk, pour une raison très simple. Non. Pardon, non, je voudrais. Infiniment, mais moi, je crois à la rencontre des civilisations. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rencontrer, de parler avec lui. Il y a 100 ans, tu n'as jamais parlé de... C'est vrai. Il y a 100 ans, tu n'as jamais entendu d'un pays qui s'appelle l'Argentine ou bien le Brésil. C'est vrai, ça c'est le triomphe de la technologie. Alors qu'est-ce que vous répondez juste, Père, Monsieur Rizk, qu'est-ce que vous répondez effectivement au Père Anitaou qui dit, attendez, le choc des civilisations, d'accord, mais ce qui est important, justement, aujourd'hui, je peux parler à un village argentin, je peux parler au monde entier, et est-ce que ce n'est pas le problème, justement, il faut opposer au choc de civilisation et travailler pour la rencontre des civilisations? Bien sûr, moi je pense que le choc des civilisations et le dialogue des cultures sont les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas avoir l'un en excluant l'autre. La seule chose que je relève, bien sûr, je crois au Liban en tant que pays message, tel que l'a dit sa sainteté le pape Jean-Paul II. Je crois aux idéaux de l'universalisme, des droits de l'homme et des religions universelle. Mais ce que je relève, c'est que malgré tout, on ne peut pas occulter les conflits sur le terrain. Les conflits qu'il faut gérer aussi et qu'il faut encadrer. Donc mon but, moi, c'était pas de mettre en avant de façon inéluctable et fatale le choc des civilisations, mais c'est au contraire de ramener les choses dans une dimension un peu réaliste pour les négocier avant que les guerres adviennent. Donc la démarche se complète avec celle de Père Hani. À aucun moment, et je ne réduis pas du tout la religion, pour moi c'est un absolu de foi. Mais en même temps, vous êtes obligé de rentrer dans la relativité en tant qu'être humain et d'inscrire les choses dans l'histoire. Or, ce qu'on observe, c'est que les conflits qui se multiplient, et ça, ce sont les rapports de l'UNESCO, c'est pas moi, c'est pas de mon fait. Donc, ces définitions, ce travail un peu scientifique que j'essaie de faire, c'est en mettant de côté ma foi absolue en tant que chrétien et le fait effectivement que j'ai une croyance dans l'humanité et dans l'humanisme. Alors justement, moi je voudrais juste apporter ma petite pierre à cela. Moi je crois que effectivement c'est synergique, mais d'autant plus synergique que, vous savez, il y a deux camps. Il y a les mondialistes qui veulent effacer les frontières, effacer les identités, effacer les États-nations. Mais moi, je ne crois qu'on ne peut devenir citoyen du monde qu'en étant conscient de son identité. C'est-à-dire qu'il y a les identités meurtrières et il y a les identités ouvertes. Ce qui est très important, c'est de travailler pour les identités ouvertes et de ne pas laisser la place aux rapports de force. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, hélas, dans le monde, ce sont les rapports de force qui dirigent. Et si on enlève toute identité aux 7 milliards de personnes qui sont sur la planète, on le voit très bien. Pourquoi il y a les BRICS? Pourquoi la Chine? Pourquoi l'Inde? Pourquoi la Russie? Pourquoi tout ça? C'est qu'on part d'une identité, que ce soit une religion, que ce soit etc. Et ça ne veut pas dire qu'on veut vaincre les autres et les éliminer. Ça veut dire qu'il faut coexister. On va continuer à en parler avec Hugues Renner, parce que si je ne lui donne pas la parole, il va me menacer avec sa baguette et ça risque d'être extrêmement grave. Donc, à tout de suite après cette petite pause. Et avant qu'il y ait un drame, vous pouvez tout de même appeler si vous avez une question ou si vous voulez réagir à notre émission au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, et Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons même un ténor avec nous. Je ne sais pas s'il va chanter. Est-ce que vous pourriez nous faire... Oui, le début du Requiem. Le début du Requiem. Non, mais c'est possible comme ça. Tu sais, après la basse, quand on fait Tuba mirum spargensonum. Et je chante, moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais après? Mars permittet natura. Pas mal. Cum resurget grec. Formidable. Le Requiem de Mozart. Voyons là en direct
en plateau Bon. sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états. Oui. Hugrener, Oui. 1500 concerts en tant que chef d'orchestre, Oui. compositeur ici, il faut le dire. Oui. Vous avez travaillé dans toutes les capitales du monde, Oui. même à l'ombre de Claude Monet, il faut le dire aussi, sans Oui. aller plus loin, mais quand même. Non, on va pas dire que j'habite à Giverny, il faut Non, parce faut que pas le dire. pour des raisons de sécurité, c'est pas la Alors peine. pourquoi sur Requiem de Mozart, pourquoi vous êtes engagé avec Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient? Alors, d'abord, je mets pas sous le bout, si vous voulez, je suis chrétien. Mon père est juif, ma mère était catholique et mon éducation était protestante. Très œcuménique. Oui, je suis un petit-fils d'Auschwitz. Mes grands-parents ont été déportés, et ma tante, qui a 15 ans, a été déportée. Elle s'appelait Cécile, elle venait de se convertir au christianisme. Donc quelque part, j'ai envie d'accepter cet héritage. Et c'est pour ça que je me suis engagé auprès de Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Annie Lhéritier, qui est une des vice-présidentes, a fait le lien avec son président, François Fillon, pour qu'on se rencontre et qu'on discute. Oui, François Fillon qui est président. Voilà. Et il m'a dit, pourquoi vous êtes tombé sur nous, toute petite association? Je lui ai dit, parce que je suis déjà tombé, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas tombé quelque part, tombé dans une espèce de compréhension, d'empathie. Absolument, mon frère est en situation de handicap et c'est mon vrai professeur de conscience. Mon père, qui était écrivain, aussi a été mon principal éducateur. Et il disait d'ailleurs ne pas tenir compte de la vie des autres, c'est se déclarer mort. Mon père écrivain aussi, Sylvain Reiner, avait écrit une biographie sur Golda Meir. Et en le lisant, on voit toute la sagesse et qui disait des propos absolument extraordinaires. Donc il faut lire un petit peu. Enfin, en tout cas, je suis gré au président d'APCO d'avoir inlassablement prêté l'attention aux minorités, les chrétiens d'Orient, parce qu'effectivement, c'est pas une histoire simplement de foi, mais c'est une histoire de civilisation. Alors maintenant, vous m'interrogez pour la véritable nature. Et évidemment, quand vous avez des grands-parents absents, et quand à 9 ans, vous découvrez ça, vous allez devenir musicien. Comme si on voulait botter en touche, se séparer un petit peu de la planète pour d'abord... Ne pas refuser l'histoire. Exactement. Ouais. Alors, ne pas refuser l'histoire, c'est se mettre un petit peu aussi à côté pour ne pas sombrer, comme disait tout à l'heure Baja, dans l'émotionnel. Et ça, c'est très important. Alors, pour un chef d'orchestre, pas sombrer dans l'émotionnel, c'est bizarre, mais il faut avoir gardé la tête froide, et cette tête froide qui pouvait considérer, quand on a 9 ans, comme un désir de vengeance. Je veux dire, vous avez assassiné mes grands-parents et ma tante, et du coup, pour les anniversaires, nada, rien du tout, on n'a plus rien. Donc, de cette poisse, j'en ai fait quelque chose de tenace, c'est-à-dire on va dire résilience. Hein. Mon ami Boris Cyrulnik m'a beaucoup inspiré. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, mais pourquoi? C'est pas pourquoi il y a des guerres, mais pourquoi on peut les faire? Parce que vous avez tout à fait raison. On trouvera toujours des raisons culturelles, tout. Et il a bien raison, Macha, d'avoir dit que la plupart sont des conflits culturels. Mais on peut, c'est très bon le conflit. Mais l'imbécilité absolue, l'infantilisation, c'est de faire le jeu des marchands d'armes et des petits jeux interactifs où on tue, t'es mort, je l'ai baisé, je l'ai tué. Enfin, tout ça, c'est grotesque, c'est l'infantilisation. Donc, passer, à mon avis, évidemment, d'une civilisation où les guerres, on peut rien faire, c'est l'homme pour l'homme est un loup, à un outil qui est l'ONU. Pourquoi l'ONU remplit pas sa mission? Voilà la principale des interpellations que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle l'a remplie. Hein. Mais il ne s'agit pas simplement de s'indigner, comme Stéphane Hessel le disait. Il s'agit, et après il a dit, engagez-vous, mais il ne s'agit pas simplement de s'engager. Il s'agit de créer le focus sur, et se concentrer pas sur, t'es dans quel camp, toi? T'es dans quel camp? Ah, toi, t'es dans l'autre, on n'est plus amis. C'est se dire, finalement, ok, les conflits, ça existe, ça fait partie de la nature humaine, c'est fantastique le conflit, la conflictualité qui ne doit pas être refoulée, comme l'a dit si bien Baja, mais au contraire, observer, analyser, identifier, et par contre s'occuper de cet instrument qui est magnifique, qui n'est pas une mondialisation, qui n'est pas le gouvernement du monde des psychopathes de là-bas, c'est simplement s'intéresser à ce sujet. Alors on a parlé des Nations Unies comme une espèce de beauté comme culturelle, c'est très beau, mais il faut s'intéresser au peuple. C'est les peuples qui sont les principales victimes des guerres. Alors, 1 million de morts en Ukraine, n'en parlons pas. Enfin, c'est tout le temps. Il y a plus de morts depuis 1945 que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'outil onusien doit être soit réparé, soit remplacé. Alors, on pourrait dire les peuples unis. Alors, c'est ce que je disais. Alors pendant 30 ans, j'ai étudié. Ouais, pendant 30 ans. Ouais. Et je me suis servi de la musique. D'abord, pour me calmer.
pour m'assagir, pour m'ennoblir, parce que fréquenter Beethoven, Bach, Mozart, Gustave Mahler, Chopin, ça vous nourrit l'âme et ça vous fortifie les biceps. C'est pour ça que j'ai été après à Sarajevo pendant la guerre, pour reconstruire l'orchestre sous les snipers, pour pas en avoir peur, mais plutôt regarder dans les yeux et dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, d'abord s'intéresser, interpeller. Pourquoi l'ONU ne remplit pas sa fonction? Mais pas avec idéologie. Mais qu'est-ce que la musique apporte à ça? Parce que c'est très bien, c'est merveilleux, un concert, Mozart et tout ça. Je te réponds direct. Pardon, on se tutoie, on se voit, on s'en fout. Bon, de toute façon, il y a trop de guerre pour se vous voyez. Nous dans le toit pendant que le vous n'y est pas. Oui, exactement. Très beau. Et ce que je disais, c'est que qu'est-ce qu'apporte la musique? La musique classique va créer une espèce de tempête émotionnelle, mais aussi un désir d'avoir d'autres désirs. Je fais référence à Albert Camus, si tu me permets. S'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, de femmes et d'hommes, qui dans le secret de leur cœur maudissent la violence et la tuerie, il n'y en a pas beaucoup qui veuillent reconnaître que cela les force à reconsidérer leurs pensées ou leurs actions. Le ronron qu'on peut avoir. Ou ceux qui voudront faire cet effort, cependant, pour ceux qui voudront faire cet effort, ils trouveront une espérance raisonnable et la règle d'une action. Changer sa pensée. Donc, si on parle de l'ONU, l'interpellation, dire qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer. Alors, j'ai écrit un manifeste avec les anciens secrétaires généraux de l'ONU, comme ils étaient 20 ans à la retraite, ils risquaient plus rien de leur carrière, mais ils ont été anonymes, ils m'ont enseigné. Maurice Bertrand, le chef du corps commun d'inspection de l'ONU, ancien conseiller de Mendès France. Tout ça, c'est un travail de base. Et le siège de cette nouvelle ONU sera à Beyrouth, capitale aujourd'hui de la souffrance, capitale d'espoir, capitale des victoires, contre toutes, il a dit si bien, toutes les guerres. Quand on s'occupe, par exemple, comment vous avez appelé cette nouvelle ONU? C'est parce que d'abord, c'est pas une nouvelle, ça sera à côté, parce qu'il faut pas les gêner, ces grands fonctionnaires. Ils sont tellement mignons. Alors, puis ils sont bien payés. Non mais pas d'animosité, ils sont bien payés parce que peut-être qu'ils l'ont mérité. Le sujet, il est pas de faire une confrontation, surtout quand on parle de guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément, concrètement? Je te dis, en fait, l'Organisation des Nations Unies, c'est une chose, c'est les Nations Unies. Ok, c'est leur travail. Après, tu as l'Organisation des Peuples Unis, qui n'aiment pas la guerre. Mon père disait, pas s'intéresser. Donc vous faites une organisation des peuples unis, non? On va pas. À côté. C'est tout ça, parce que c'est pas contre. À côté, puis après on verra. Comme dans les Jeux Olympiques, la compétition, qui gagne? Alors la Palme d'Or, ça sera sans doute. Alors c'est un travail complètement utopique, on est bien d'accord. Et puis on peut nous traiter. Mais on s'en fout. Vous êtes dans l'utopie. Son confrère, il s'appelait comment il s'appelle? Jean-Luc S de France Inter, de Radio France. Il m'a dit c'est complètement utopique, mais je sens que Rainer il est un petit peu nerveux. Moi, c'est mes grands-parents, ils sont morts. Je comprends. L'utopie d'aujourd'hui peut être la réalité de demain, on peut en tout cas l'espérer, et en tout cas il faut travailler là-dessus. Henri Bergson, un dernier mot, je te coupe pas, c'est pas mon genre. Oui, pas trop de citations. Ah non, l'avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Bien sûr. C'est court, Henri Bergson. Absolument. Alors. Non, et j'adore rire avec Bergson aussi. Parce qu'il a fait un très beau bouquin sur le rire. Revenons à ça. Donc, encore une fois, je répète, le concert du 11 décembre. D'ailleurs, encore une fois, vous savez que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, nous allons être rediffusés, évidemment cette émission va être rediffusée, donc elle va écouter, et nous avons plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. 20h30, parce qu'on n'a jamais dit l'heure. 20h30. 20h30, absolument. Merci. 20h30. 11 décembre, 20h30, église Saint-Sulpice. Voilà, ce sera une autre inauguration que Notre-Dame, ce sera une très belle ouverture. Oui. Bajatrice, je voulais demander maintenant, et c'est vrai que la musique, enfin c'est l'absolu dans la musique, mais vous savez très bien que dès qu'on quitte l'art, dès qu'on quitte quel que soit l'art, que ce soit la musique, la littérature, la peinture, c'est l'absolu. C'est l'absolu parce qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, en politique, c'est le relatif. Il n'y a pas d'absolu en politique. Sinon, on dirait que oui, Hitler, c'est l'absolu. Mussolini, c'est l'absolu. Pol Pot, c'est l'absolu. Et on voit ce que ça donne. Mais comment faire pour que revenir sur Terre, ça dépend, vous croyez, du facteur humain ou de quoi? Justement, vous parlez de votre cas, et ça, vous l'avez très bien défini. Mais qui peut l'incarner? Moi, je vais vous dire, dans ma démarche, j'ai posé une problématique qui est de recréer un cadre référentiel qui prend en considération la référence au père de l'histoire d'un point de vue d'anthropologie politique
et la définition des Nations Unies sans distinction, les droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion. Au-delà de ça, c'est aux décideurs politiques de prendre conscience qu'ils doivent garder un équilibre entre cette dimension à l'universalisme à laquelle nous tendons tous en tant qu'êtres humains et également la responsabilité par rapport à l'héritage qu'ils ont eu et à la culture qu'ils doivent défendre. Vous ne pouvez pas déposséder les peuples de leur culture. Donc toute la question, c'est de pouvoir faire un équilibre entre cette dimension, cette revendication tout à fait légitime de préserver cette culture et de la transmettre à travers des paramètres qui n'ont pas changé, qui sont toujours opérationnels et qui nous structurent la langue, la religion, la race et les mœurs. On ne peut pas y échapper. Mais plutôt que de les utiliser à des fins propres pour enclencher des guerres, avoir du pouvoir et une emprise sur les populations parce que ça touche l'inconscient collectif, plutôt qu'utiliser cet instrument pour toucher l'affectivité et mobiliser, comprendre qu'en même temps, il y a une dimension à l'universel dont nous nous revendiquons tous et qui doit passer par la négociation rationnelle avant le déclenchement des hostilités. Parce qu'une fois que vous passez dans le déclenchement, c'est impossible de rationaliser. On l'a vécu au Liban. On est parti pour quelque chose qu'on n'a pas essayé de résoudre ou qu'on n'a pas pu rationaliser et puis c'est l'irrationnel continue. Si vous voulez, le processus de guerre, c'est quelque chose qui se structure au fur et à mesure. Mais si vous le laissez libre, en roue libre, à un moment donné, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc c'est ce processus qu'il faut essayer d'intercepter. Et les politiques doivent prendre conscience que cette dimension de l'universel ne contredit pas les identités nationales, mais que les identités nationales ne doivent pas être idéologisées parce que les idéologies sont absolues. Elles n'admettent pas de contestation. Elles sont totalitaires. Voilà, elles sont totalitaires. Voilà. Ça, c'est le propre des idéologies. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer d'idéologie? Non, mais on peut négocier quand même pour la survie de l'être humain à travers des paramètres rationnels que moi-même j'ai été chercher 500 ans avant Jésus-Christ, dont je ne suis pas responsable. Parce que parfois, ils me disent, tu es essentialiste. J'ai dit en aucun cas, je pose une problématique et c'est aux décideurs politiques. C'est pas votre faute, c'est celle d'Hérodote. On va le dire. Non, mais Hérodote est extraordinaire parce que c'est là qu'il a mis, sans mettre de contexte, Fichte et Renan donnent des définitions de la nation qui sont soumises à un contexte politique. Alors qu'Hérodote est complètement détaché. On va en parler après cette petite pause. On va se retrouver tout de suite. Et vous pouvez appeler ou réagir. Vous pouvez appeler pour réagir plutôt ou poser une question en appelant au 0826 300 300. Bon, enfin, vous faites comme vous voulez, mais appelez-nous. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, nous arrivons malheureusement en fin d'émission. C'était passionnant, effectivement, sur le Liban, sur la musique, sur la paix, sur la guerre, sur les civilisations, sur les identités. Père Hani Taouk, vous êtes avec nous de Beyrouth? Oui, je suis toujours. Alors, écoutez, vous avez écouté un peu. Vous pensez que, justement, il y a la mondialisation, il y a les identités, on en a suffisamment discuté. Vous êtes là en train de nourrir, effectivement, vous et votre équipe, 5000 personnes. C'est du concret, c'est très important, c'est même essentiel. Vous aidez les gens à vivre. Et est-ce que c'est quelque chose, vous avez autour de vous, vous avez des bénévoles, vous avez des gens qui viennent, qui travaillent bénévolement à cela? Certainement, on a des volontaires, des bénévoles. On a des volontaires, c'est-à-dire les qui prennent une certaine indemnité à la fin de chaque mois. On a les bénévoles qui travaillent bénévolement, donc tout gratuitement. On a même des Français, des Suisses, surtout des jeunes Français qui travaillent avec nous encore, qui servent avec nous. Ouais. On a beaucoup de volontaires libanais de différentes communautés encore qui viennent chaque jour pour nous aider parce que c'est un travail énorme et c'est pas évident de faire 5000 plats par jour. Donc il faut distribuer, il faut commencer la distribution à 11h30. Ouais. Donc il faut terminer ce qu'on appelle la cuisine ou bien le repas à 11h pour commencer à 11h30 à faire distribuer donc les plats. Vous commencez dès le matin, tôt dès le matin. Oui, c'est à 6h. On commence à 6h. À 6h, d'accord. Ouais. Et vous servez, donc c'est chaque midi, c'est ça, chaque 11h, chaque midi. Chaque midi, même le dimanche. Chaque midi, même le dimanche. Et après-midi, on a un centre d'accueil, on a un centre d'écoute, on a une clinique thérapeutique avec une thérapeute familiale, avec un médiateur, avec des gens qui viennent à l'écoute et bien à l'aide encore des gens qui ont été soumis à des traumas ou bien traumatisés après la guerre. Et bien, on a encore
dispensaire où on distribue des Donc avec médicaments des soignants, gratuitement. avec des infirmiers, avec tout cela, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. D'accord. Eh ben, écoutez, Père Annie, merci et puis vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous dire, bravo. Et si on peut aider, dites-moi s'il y a des auditeurs qui veulent vous aider. Ils s'adressent à qui et comment, par quel moyen? Il doit s'adresser à la fondation Agir pour les chrétiens du monde avec notre amie Annie qui est superbe, avec notre président François Fillon qui est encore une personne exceptionnelle qui nous aide. Et avec cette fondation, ils peuvent nous aider. Donc Agir pour les chrétiens du monde. Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. D'accord. Agir pour la paix avec, c'est donc APCO. Et donc vous aurez directement leur contact. Et pour savoir que chaque place Agir vendue, pour la paix avec les chrétiens d'Orient. chaque place vendue, 20 euros. Donc on en a 1000 places, ça fait 20 000 euros. Et donc la recette ira. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Mais oui, parce que c'est pas uniquement un truc sympa, c'est aussi utile. Je voulais savoir, Annie, d'abord ça va. Je suis content de t'avoir On a fait l'émission. En un mot, 10 000, 20 000 euros, qu'est-ce que ça correspond en termes de cuisine pour toi? Regarde, pour nous, on dépense chaque jour entre 4 000 4 500 euros par jour. D'accord. Donc Voilà, ça peut donc être ça encore fait pas 4 mal jours. de... Et 4 on peut, avec toutes les donations qu'on reçoit aujourd'hui, ça peut être pas mal, une somme pas mal pour encore peut-être acheter des friandises, acheter payer les générateurs des quartiers, payer les à gaz. fait. Donc ça peut nous aider beaucoup. Hein. Père Annie, sachez que on va passer le message et il y aura peut-être d'autres personnes, d'autres artistes, etc., qui voudront participer, donner. Donc tout ça est ouvert. Oui. Je voudrais remercier Hugues Renner vraiment pour sa contribution. Je voudrais remercier Bajat Risk. Vous avez posé les cadres et c'est très important. Et de se dire après tout, peut-être qu'on peut choisir la paix. Ce ne serait pas quand même. On peut peut-être faire appel à l'intelligence des gens et pas seulement à leur instinct de mort. En tout cas, c'est la grâce que je nous souhaite.